nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT. Bien, bonsoir à vous. Merci d'être en notre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes vendredi et vendredi, il y a notre face-à-face que vous commencez à apprécier. Élisée Bolougbe et André Bois sont avec moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, André. Vous êtes prêts? Bonsoir, Élisée. Je suis prêt, surtout à en découdre. Très prêt. Ok, très prêt. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, les amis, on va évoquer une situation d'un de nos compatriotes, un footballeur, eh bien, qui se trouvait donc dans une situation assez compliquée, parce qu'il réclame ses droits. C'est un joueur ivoirien, dit-on, maltraité au Nigeria. Pour en parler, je crois que c'est une vidéo qui a été mise en ligne par notre confrère Annoncia Sewe, et justement, Annoncia est en ligne avec nous pour en parler. Bonsoir, Annoncia, vous nous entendez? Ben, Annoncia n'est pas là, mais enfin déjà, bon, alors, le temps qu'Annoncia... Quand les choses, déjà, c'est une vidéo dans laquelle, une vidéo amateur partagée donc, par Annoncia, dans laquelle on voit un certain nombre de personnes donc, molester quelqu'un qui est présenté comme notre compatriote. Donc ça, c'est pour ce que la vidéo nous montre. Pour le reste, c'est Annoncia qui nous explique que ce sont les membres du club de cet ancien joueur de l'ASEC et de l'Africa au Nigeria qui sont en train de le maltraiter parce qu'il aurait réclamé justement des arriérés de paiement, des montants qui s'élèveraient, ou qui s'élèvent, si vous voulez, à 20 millions de francs CFA. Donc, il nous donne cette information. Très bien. Eh bien, cela a de quoi susciter une réaction forcément. On va regarder la vidéo, André, avec ta permission. Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la vidéo en même temps, une vidéo amateur, on ne voit pas toutes les images. On voit tout, mais on apprend que c'est voilà. Ce dernier. Voilà. Et bon, pour première réaction, c'est que, en tout cas, si c'est avéré, bien sûr, si c'est avéré que c'est leur ancien joueur, déjà commençons par là, je trouve que c'est vraiment indigne et c'est extrêmement malheureux de voir comment on peut traiter quelqu'un qui, à un certain moment, est allé dans votre club, vous apporter du bonheur, pour participer à faire de votre club un club qui, on va dire, aurait des résultats assez intéressants sur l'échiquier à la fois donc, du Nigeria et de l'Afrique. Et donc, c'est vraiment déplorable de voir comment on peut traiter quelqu'un qui a fait ça. Et puis après, vraiment, le côté même humainement, c'est du grand n'importe quoi de régler un différend financier de cette façon-là pour un club, sachant que là, la FIFA, et c'est là où on va rentrer peut-être après dans des conséquences un peu plus sportives, la FIFA a mis en place des méthodes de règlement des différends entre les footballeurs, entre les footballeurs et les clubs. Et donc, normalement, ils devraient saisir toutes ces instances-là. On a la FIFA elle-même, qui a des commissions qui permettent d'arbitrer. On a également le tribunal arbitral du sport. On a vraiment toutes ces instances. Donc, de voir que le club se comporte de cette façon face à une accusation d'un joueur, je trouve ça malheureux et c'est très petit de la part du club si ces images-là sont avérées. Annoncia, vous nous entendez? Vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? À tout le monde. On vous entend beaucoup mieux. Alors, on a parlé de cette vidéo-là qu'on a vue comme ça, et vous avez décidé de présenter cette vidéo. Petit rappel, c'est un joueur qui, vous l'avez dit, qui évoluait donc à la SEC et à l'Africa, qui s'est retrouvé au Nigeria. Il faut nous en dire un peu plus, Annoncia. Oui, c'est un joueur connu de la plupart des sportifs ivoiriens, surtout les journalistes. Comment s'appelle-t-il? Il a évolué là. Ouais. Il s'appelle Rufin Konan Ngouan. Rufin Konan Ngouan. Voilà. Ngouan. Ok. Voilà. Il a joué à l'Africa, puis à la SEC Mimosa, avant de tenter des aventures au Gabon et autres. Il a fini depuis 2019 au Cameroun Rivers United du Nigeria. Il a été champion du Nigeria avec ce club. Depuis 2019, il est dans ce club. Il a signé un contrat de 2 ans et encore 2 ans renouvelable. Donc, depuis 2019, il évolue au Nigeria. D'accord. Alors, comment vous rentrez en possession de cette vidéo et vous la mettez en ligne? Donnez-nous un peu les détails. Oui, d'abord, je l'ai rencontré lors d'un match de l'AS Sana face
Yamsko FC au complexe sportif de Yopougon. Et il m'approche, je dis grand frère, parce qu'il me connaissait déjà, il me dit grand frère, je suis au pays depuis décembre. J'ai été séquestré au Nigeria, je n'ai plus rien, on m'a pris comme un va-nu-pied, chassé de mon hôtel, me noté avec les menottes. Je dis mais comment est-ce que c'est possible? Bon, il m'a accordé une interview, mais je lui ai dit, écoute, avec vous les joueurs, tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas croire à cette version. On te doit 20 millions. Comment ça se passe que tu as pu... Un club où tu es depuis 2019 et puis il te trouve qu'il y a ce genre de problème. Est-ce qu'il peut y avoir une vidéo de la séquestration? Et c'est ainsi qu'il y a 2 jours de cela, il m'a envoyé la vidéo. Lorsque j'ai vu la vidéo, ses coéquipiers, donc un-même à Abidjan aussi m'a confirmé que lui, c'est la vidéo, c'est l'hôtel qui lui a envoyé le truc. Il dit bon, je ne peux pas laisser ça comme ça, et j'ai balancé. Et aujourd'hui, où je vous parle, il a été reçu par l'association des footballeurs ivoiriens présidée par Cyril Domoro, avec Dimitri Deba qui l'ont reçu, qui ont décidé de l'épauler pour que je sois fait. Donc, une vérité, c'est incommensurable qu'un tel, en 2023, qu'on puisse traiter ces footballeurs ainsi. Véritablement, ça fait mal au cœur de voir de talent. Derrière, hein, effectivement, derrière l'indignation que la situation suscite en nous, il y a des questions. André, oui, non, mais la première question, il ne faut pas qu'on soit d'abord, on est indigné déjà par le traitement d'un être humain, mais déjà, on est sûr, Brice a bien fait de poser la question, on est sûr que la vidéo, en tout cas celui qui est à l'intérieur de la vidéo, c'est bien le joueur que vous venez de nommer Annoncia. Surtout que l'autre question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exploitation dans le cadre du match entre la SEC et le club donc, de River United? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui est mis en place qui pourrait relever d'une manipulation en faveur de la SEC? Parce qu'on peut se poser la question. Non, ce n'est pas une manipulation parce que lui, selon ses dits, le club a déjà fait ce genre de maltraitance à un joueur ghanéen qui a profité de l'arrivée de Rivers au Ghana pour rentrer en fonction de son dû. C'est une affaire de 20 millions. Il a perdu toute trace, il n'a même pas de contrat. Imaginez-vous, un joueur qui est au club depuis 2019, il n'a aucune copie de son contrat, tout est resté au Nigeria. Il est rentré prédit au pays et il se débrouille comme un cas où il a rencontré. Donc c'est une sorte d'indignation, mais la SEC n'a rien à voir. Il connaît les dirigeants nigériens. Il veut faire du tapage dans son pays pour entrer en position de son pays, mais pas d'une affaire de 1 million de... Mais Annoncia, je crois qu'on termine là-dessus. Vous êtes professionnel, il y a des mécanismes. Lorsque vous partez, vous engagez dans un club. J'ai envie de dire pourquoi ça n'arrive. Enfin, ça n'arrive qu'à lui. Ça arrive aux Africains. Aux Africains. Est-ce qu'il prend toutes les garanties de signature pour aller s'engager dans un club pour éviter ces situations-là? Est-ce qu'il n'a pas fait preuve lui-même un peu d'amateurisme, de légèreté Oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous avez vu sur le post sur les réseaux, c'est ce que j'ai dit. Il faut que les professionnels ivoiriens prennent tout des conseils. Imaginez-vous, un joueur s'élève, dès qu'on lui fait une proposition hors du pays, il va signer sans même prendre le soin de regarder son contrat. Trouvez-vous normal que vous êtes à l'ITV, vous animez tous les jours et vous n'avez pas un papier qui prouve que vous travaillez dans cette entreprise? Mais les joueurs, ils sont nombreux dans ce cas. Aujourd'hui, on parle de Ngouan, Rufien, mais ils sont nombreux à Abidjan, des professionnels qui sont cachés à Abidjan, qui n'ont même pas un document pour essayer de poursuivre. Aujourd'hui, même la fille a demandé à Ngouan, est-ce que tu as un papier prouvant que tu as signé pour 4 ans? Il n'a aucun papier parce que les gens ne lui ont pas donné le papier. Donc c'est dramatique, mais c'est la réalité du football ivoirien. Il faut qu'on interpelle nos jeunes garçons. Entourez-vous des agents pour qu'on puisse nous aider. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est dit la CAF et la FIFA, il faut des documents et tous ces documents sont restés au Nigeria. Très bien. En tout cas, on va considérer ça comme la conclusion de notre entretien. Merci beaucoup, Annoncia. Merci d'avoir été avec nous en direct à ce rendez-vous. On en parlait, André, toutes les conditions qu'il y a autour de la gestion d'une carrière, il disait. Oui, effectivement, c'est vrai. Il faut dire que très souvent, hein, ils sont nombreux, ces jeunes-là qui appâtés, ces jeunes-là qui appâtés par le désir de faire fortune à l'étranger, de répondre tout de suite de go lorsqu'on leur fait une proposition dans ce sens. Mais là, la situation de Ngouan et bien d'autres même qui, avant lui, nous interpellent. Parce que même, il y a eu des joueurs, il y a quelques années de cela, je me rappelle, où il y a eu encore ces mêmes situations-là, des joueurs qui s'étaient expatriés vers l'Asie du Sud-Est, dans la zone de Thaïlande et autres, tout ça, où c'était aussi difficile pour eux.
Et comme Annoncia le dit, ça pose vraiment le problème de l'encadrement de ces jeunes-là. De l'encadrement, il faut peut-être qu'au niveau de la fédération, on essaie de réfléchir, parce que ce n'est pas aussi évident pour les jeunes gens qui sortent des centres de formation, mais de situations forcément pas favorables, de rester sourds à de telles offres. Donc peut-être quelque part au niveau de la fédération, il faut qu'on mette en place un mécanisme de conseiller qui leur permette à leur niveau, qui est un mécanisme de conseiller juridique, je vais dire, qui permette que chaque contrat qui doit être signé par un club et autres passe obligatoirement au niveau de la fédération. Oui, mais pour qu'on fasse un point de sortie. Élisée, là, pour le coup, vous enfoncez une porte ouverte, puisque ces mécanismes existent. Les contrats entre les clubs et les footballeurs passent par une validation de la fédération. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe ici, sous nos tropiques. Le principe, c'est que les contrats sont validés par la fédération, parce que la FIFA y tient. Vous savez que c'est très important, l'exploitation humaine, etc. Donc, tout ça, c'est censé être encadré. Maintenant, on est dans le cas d'une maltraitance ou d'une violation des droits de quelqu'un. Quels sont les recours? Quand j'entends Annoncia et à travers même son poste, aujourd'hui, c'est vrai, le tapage, tout ça, c'est bien, mais il faut savoir quels sont les recours aujourd'hui vis-à-vis de la fédération nigériane d'abord. Parce qu'il faut que ce soit la fédération nigériane parce que c'est elle qui signe la licence du joueur. Si tant est qu'il est prouvé que le joueur a participé à des compétitions, on doit pouvoir, au niveau de la fédération, dire ce joueur a joué avec le club, mais quel était le contrat qui le liait au club? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si le contrat n'a pas été respecté, il faut que la fédération, en ce moment-là, puisse faire une injonction au club pour payer le joueur. Sinon, ils vont se retrouver devant les instances, la CAF et la FIFA et bien sûr, évidemment, le Oui, mais moi, TAS. je pense même que c'est la finalité. Parce que si jusque-là, il n'a pas eu gain de cause, ça serait difficile. Je pense que certainement, ce n'est pas une situation qui est méconnue des dirigeants du football. Non, là, je ne suis pas d'accord avec Élisée. Non, je viens du football. Non, juste te relancer là-dessus et tu vas repartir. C'est ce que Brice a dit. Est-ce qu'on n'est pas face aussi à une situation d'amateurisme? Parce que la preuve, il n'y a que Annoncia qui vient de nous balancer ça sur la place publique. On a le sentiment qu'il le cherche à faire un peu de buzz pour l'aider. Est-ce que c'est parce que les instances n'ont pas écouté? C'est à ce moment-là que je peux dire... Mais surtout, est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien pour prouver les propos de ce joueur pour dire j'ai joué dans un club? Non, mais... Il n'y a pas de document, il n'a pas de document. Oui, lui, il n'a pas. Mais je ne pense pas qu'un joueur puisse jouer un championnat 2 ans d'affilée dans un club qui a même été champion du Nigeria et qu'il n'y a aucune trace au Nigeria le concernant. Donc, je pense qu'ici, peut-être ce qui peut être fait, comme la fédération des anciens footballeurs, pardon, l'association des anciens footballeurs. Pas des anciens, même des footballeurs. Des footballeurs, voilà, pardon, l'association des footballeurs ivoiriens, ou même la fédération, peut saisir les instances de la CAF pour vérification, effectivement, parce que le club de River United au Nigeria, comme on le dit, il a expliqué si bien, c'est la fédération nigériane qui signe les licences. Forcément, si on va retracer dans les fichiers, on trouvera forcément que ce joueur-là a été voilà. Mais pardonnez-moi de faire un peu de science-fiction et d'imaginer que je suis ce club-là. Si je peux devoir 20 millions à quelqu'un et le traiter de la sorte, sachant qu'il n'a pas de contrat, même si la fédération m'interpelle, je vais brandir un contrat qui est complètement faux, dans lequel on ne lui doit rien. Voilà. Ben ouais, là maintenant, on ouvrira, je dirais, la procédure, voilà, la procédure au niveau du tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire au niveau du TAS. On va aller, et le TAS a ses mécanismes à son niveau pour vérifier effectivement la véracité des propos des uns et des autres. Le souci ici, c'est que ça va prendre du temps. Est-ce qu'effectivement, le jeune homme aujourd'hui, dans la situation où il peut attendre assez longtemps? Sinon, ça, c'est des situations qui ont été déjà traitées par le TAS, où des joueurs se sont plaints de ce qu'ils ont été maltraités par les clubs. Ça a pris la procédure, a pris le temps qu'il fallait, mais au final, ils ont... même voilà. dans les championnats européens même, professionnels, où des joueurs ont justement déjà commencé par régler le problème en interne avec leur fédération. Et quand ça ne marche pas, évidemment, ils vont au TAS. Mais il est sûr que si Brice, l'idée, c'est de dire que le club peut vouloir nier et rentrer dans une forme de dénégation, mais la réalité, c'est que si le joueur a participé à des rencontres et que les mécanismes aussi de rémunération, c'est-à-dire qu'on paye comment? On se paye en espèces, mais c'est par chèque, ou bien voilà. Donc il y a des traces qui vont sans doute prouver que le joueur a été un salarié du club. Et même il y a des feuilles de match de la CAF. Les feuilles de match de la CAF pour les compétitions internationales, la CAF a des feuilles de match qu'elle conserve. Donc tout ça, on peut vérifier si effectivement ce joueur a fait partie de l'effectif. Je ne sais pas, je vais pousser la méchanceté à autre chose. Mais si un joueur n'a pas de contrat
Il n'a même pas de contrat, parce que c'est ce qu'Annoncia disait. Il n'a pas de copie de contrat sur lui. Il n'a même pas une copie du contrat. Donc ça, c'est très, très intéressant. Oui. Donc il a signé des documents. Le club en question pourra estimer que les documents qu'il a signés, moi je trouve André qui signe un document au nom de ce joueur-là, tout est faux. Mais Brice, c'est ce que je tente quand même de te faire comprendre, d'expliquer. C'est que là, en l'occurrence, il se trouve que la fédération qui est quand même affiliée à la CAF, qui est affiliée à la FIFA, impose un certain nombre de conditions. Il n'est pas possible qu'un joueur puisse jouer dans un club sans contrat. Sans contrat. Et donc, admettons que le contrat, ils vont le falsifier. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même prouver que pendant la durée du contrat falsifié, vous avez payé le joueur. Mais vous l'avez payé comment? Sur son compte bancaire à lui, etc. Donc on va faire preuve, lui va contester, etc. Donc je pense qu'il y a des moyens de traçabilité. On peut dénoncer peut-être un amateurisme de la part du jeune homme qui n'a pas les contrats, puisque normalement, il doit y avoir quand même son... Parce que le jour où on le jette dehors, il a le temps d'aller chez lui, de ramasser ses affaires, tu vois, admettons. Mais s'il n'a pas de copie de contrat, parce que quand il sort de là, de la salle qu'on voit, je me dis qu'après, il a le temps de se dire que le club ne veut pas m'entendre. Donc, c'est à quel moment il est jeté hors du pays sans ses affaires. Ça aussi, c'est une autre question qu'on peut se poser. Très bien. En tout cas, minute de sensibilisation, s'il vous plaît. Élisée l'a dit, André également. Pour toute activité, il faut se munir d'un minimum de garanties légales, notamment un contrat, s'assurer que vous êtes bien accompagné. Et les fédérations, le club même peut être sanctionné si le joueur a joué sans contrat. Justement, parce qu'il faut un contrat. Non, moi, je peux vous garantir que ce club-là, s'il se comporte comme ça, il va trouver un contrat. Ils vont trouver un contrat, mais dans ce cas, ils seront obligés, à ce moment, de justifier. Je donne l'exemple, il y a un joueur du Barça, qui est aujourd'hui, qui est un jeune talent du Barça, extrêmement bon, Gavi. Oui. Ce jeune-là, aujourd'hui, doit signer un contrat avec le Barça. Mais il a signé un premier contrat, le contrat a été invalidé par la justice, à travers la fédération, parce que le contrat n'est pas arrivé dans de bonnes conditions, etc. Donc, pour vous dire que les contrats, notamment au niveau de la FIFA et des fédérations bien organisées, c'est quelque chose de très sérieux. Ouais. Alors, moi, je peux vous dire que souvent, dans ces contrats, il y a de la fraude. Oui, bien sûr, on est d'accord. Et je fais le pont entre les contrats frauduleux et c'est le mot exactement, vous avez compris la transition. C'est ça. Parce qu'on va parler de fraude avec un chiffre plutôt alarmant, 34 000 cas de fraude répertoriés en 3 ans en Côte d'Ivoire. C'est une information émanant de M. Fadiga Aliou, il est chargé de communication à la direction des examens et concours. C'était lors des journées carrières, donc la 10e édition des journées carrières. Et bien qu'il révélait qu'en 3 ans, il y a eu près de 34 000 cas de fraude en Côte d'Ivoire au cours des examens. Alors, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, parce que Brice a dit... 34 000 sur 50 millions de... C'est ce que vous voulez dire? Non seulement ça, mais c'est alarmant dans quel sens? C'est alarmant dans le sens où on se désole de voir qu'il y a autant de candidats à la fraude, où on se réjouit qu'on ait pu détecter ces candidats. C'est ça que je veux mettre en évidence. Est-ce qu'on doit être malheureux de savoir qu'il y a 34 000 qui veulent frauder, ou bien on se réjouit qu'on a pu attraper 34 000. Donc on a pu attraper. On se désole déjà du fait qu'il y ait 34 000 qui est fraudé. Et qu'il y ait 34 000 qui aient l'intention aussi de frauder. Voilà, ça on peut dire s'en désoler. Voilà, parce que c'est quand même un chiffre important. 34 000 cas de fraude, c'est quand même important. 3 ans en plus. Donc il suffit même juste de répartir sur 3 ans. On a à peu près 10 000 cas de fraude par année. En 2011, c'était... 2021 plutôt. 2021, pardon, c'était 11 621 cas déjà. Et je pense que c'est le seul chiffre que j'ai d'ailleurs pour 2021. Pour 2021. En 2022, en 2005 942. Donc au total, 33 991 cas de fraude. Si on prend sur les trois années. Voilà, soit presque 34 000. Donc c'est beaucoup. Il y a de quoi se désoler de ce système-là. Du fait qu'il y ait cette volonté manifeste là de frauder de certains de nos jeunes frères, de certains élèves, et même au baccalauréat. On parle que du baccalauréat, attention. Voilà, c'est pas juste des élèves, mais c'est souvent des mécanismes mis en place, c'est souvent des systèmes, c'est souvent des réseaux. Mais je crois que c'est désolant de le constater. Mais en même temps aussi, comme André le disait, je pense que c'est bien qu'on commence à avoir ce genre de résultats, parce que ça veut dire que les mécanismes mis en place pour lutter contre la fraude commencent à porter leurs fruits. C'est ça aussi, c'est ce que ça veut dire. Et c'est déjà encourager le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et tout son département et tout le système mis en place pour lutter contre la fraude. C'est vrai que
c'est des phénomènes qu'on connaît depuis la nuit des temps, les phénomènes de fraude. Seulement que sur certaines années, ça a pris des proportions un peu exagérées. Mais ça nous interpelle sur la nécessité, véritablement, nous, en tant que parents. Parce que très souvent, quand on arrive dans ce schéma-là, on pense toujours aux enseignants, on pense toujours au système éducatif. Mais nous, en tant que parents, il y a une sensibilisation importante à faire au niveau de nos enfants. Il faut qu'on puisse faire comprendre à nos enfants que le résultat n'est que le fruit de l'effort. Le succès, là, c'est à force de travailler qu'on aboutit à un succès. On ne peut pas s'asseoir tranquillement et puis espérer demain être admis. C'est des vertus qu'il faut commencer à enseigner aux uns aux autres. Rien ne s'obtient en dormant. Tout s'obtient à bout de travail, à bout d'effort. Donc, c'est quand même important qu'on puisse le partager et qu'on puisse vérifier même les notes des enfants à la maison, qu'on puisse les accompagner. Il ne s'agit pas juste de leur faire des remontrances qui n'ont pas bien travaillé, mais nous, en tant que parents, comment on les encadre? Comment est-ce qu'on les entoure pour espérer que le résultat escompté soit obtenu? Il y a tout ça aussi qui Je voyais il y a quelques jours une vidéo d'un proviseur d'un établissement qui, dans sa tête, avait fait des statistiques. Si vous êtes un élève, que vous avez 7 de moyenne au premier trimestre, 8 au deuxième trimestre, si vous avez 14 de moyenne au troisième trimestre, je trouve que c'est de la fraude. Non, c'est même pas, je trouve même. C'est même pas possible. C'est de la foutaise même intellectuelle, en fait. Donc, non, c'est clair. Vous étiez en train de rappeler les chiffres, là, Oui. pour que ce soit bien clair. C'est qu'on était à 10 000 au niveau donc, de 2020, 16 428 en 2020. On a eu donc en 2021 11 000. Et puis en 2022, 5 000. Donc on voit que ça décroît là. Sachant que on a 2023 qui arrive et que, évidemment. Alors l'autre information quand même que nous donne M. Fadiga sur quand même ce truc, c'est la localisation, mais je ne veux pas que ce soit... J'en parle pour ne pas qu'on stigmatise quand même la commune de Yopougon. C'est-à-dire c'est aussi pour dire que c'est d'abord la commune la plus peuplée de notre pays, donc sans doute la commune qui devrait y avoir le plus de candidats. Donc c'est un peu proportionnel quand même à sa population. Donc cela dit, ça reste donc une commune très jeune, où parfois beaucoup de jeunes, comme Élisée l'a rappelé, pensent que le moment de faire la fête sera évidemment édulcoré par les 2 ou 3 semaines de préparation du bac. C'est-à-dire pendant toute l'année, on connaît pendant toute l'année, ils sont en train de faire la fête et puis à un certain moment, on commence à voir sur les réseaux sociaux « Dieu est mon machin, Dieu est mon ceci » à l'approche du bac. Et c'est ça. Et donc, et comme il y a beaucoup de jeunes forcément dans cette cité, le phénomène doit être un peu plus... j'allais dire grandeur nature, comme ça on l'observe. Mais je ne suis pas sûr que c'est la commune la plus... Non, mais vous avez parlé, les amis, vous avez parlé du rôle des parents, vous avez parlé également de la sensibilisation aux élèves eux-mêmes. Mais je vous promets que j'ai passé, je crois que c'était le BEPC, et j'arrive à l'école, je me suis rendu compte que les épreuves du BEPC étaient dans le journal, vous vous souvenez, parce qu'il y avait un réseau d'enseignants, de responsables donc, de la direction d'examen et concours, de ces personnes-là qui avaient fait fuiter. Donc il y a également un niveau de responsabilité à ce niveau-là à dénoncer. Oui, mais tout à l'heure, Élisée l'a rappelé, il y a eu pendant longtemps la complicité du système lui-même. On a vu des enseignants... parfois des élèves qui n'ont rien demandé, qui commencent à leur dire « Ah, vous êtes là. Vous ne pouvez pas commencer à machin. » D'abord, ça a commencé par on va donner un coup de main aux élèves pour leur faciliter la tâche, sachant qu'il est surveillant. Et puis après, ça s'est transformé en monétisation justement de tout ça. Et on se retrouve avec parfois des enseignants qui, par exemple, ceux qui vont à l'oral, 1000 francs par passage de machin, etc. Et d'autres, dans des salles de classe, les élèves cotisent 500. Ben, si vous avez une trentaine de candidats et que l'examen dure à peu près 6 jours, mais vous avez le temps de vous faire une petite manne quand vous partez de là. C'est exactement ce que le professeur de cet établissement, il faut que je retrouve la vidéo, et il dénonçait. Il était convaincu que les professeurs devaient être complices de cette fulgurante ascension de moyenne de certains élèves, entre 7, 8, et au troisième trimestre, vous avez 14, 15. Il a estimé qu'il y avait une complicité des professeurs, et lui, de son bureau, il avait décidé d'invalider ce genre d'extraordinaire ascension. Donc, voilà, tout le monde a fait le tour. Donc, les parents, les élèves et bien sûr l'ensemble du système, c'est-à-dire que depuis là-haut, avec le ministère qui doit comment amplifier, ne pas se décourager, la lutte doit être de tous les instants. C'est ça. Ouais, très bien. Il faut bien le comprendre. Hein. Il n'y a plus de place pour les fraudeurs. Ouais. Parce que c'est déjà non, sinon on construit une génération, et ça on le voit, une génération de nuls. Quand ils vont arriver dans les administrations,
on sera désolé de constater la mauvaise prise en charge. Justement, ça peut être soit des malades, soit des dossiers administratifs ou justement des points névralgiques du pays. Parce que si vous avez, les gens ont fraudé, ils sont entrés dans un certain nombre de structures vraiment assez vitales pour le pays, on va se retrouver avec des gens qui vont nous mettre dans la panade. Donc, il est important justement que la formation soit vraiment très cadenassée. Alors, je vais faire encore un autre pont. Hein. On a parlé de fraude aux examens, fraude sur la documentation donc, de la part de certains clubs. Ça va plus loin, ça va même sur, au niveau de l'alimentation du poulet. Bah oui, tenez-vous bien les amis, ce sont 800 kg de viande de poulet congelée saisie donc, par la direction régionale des douanes d'Aboisseau, de la viande en provenance du Ghana. Voilà un autre pan de fraude dont on parlait de système, on parlait de plusieurs niveaux de responsabilité. Oui, mais je crois que c'est ce qu'on dit depuis toujours ici. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut reconnaître que l'incivisme, la fraude, la corruption, c'est à toutes les échelles. Hein. Franchement, ça, faut pas, à toutes les échelles, pardon, il ne faut pas qu'on se voile la face là-dessus, à tous les niveaux. C'est vrai que dans toutes les corporations, on ne peut pas assimiler tout le monde, ou bien on ne peut pas dire que tout le monde est forcément dans la fraude, mais dans chaque corporation et à tous les niveaux, il y a vraiment ce phénomène. C'est dommage. Et c'est un peu ça le sens de nous, notre exercice, chaque soir ici, d'interpeller les uns et les autres. Pas que forcément on veut donner des leçons, pas que forcément on soit les plus propres, mais on se dit qu'on a un devoir de construire une société d'équité, une société de crédibilité, une société qui soit une société juste. Et ça ne peut pas se faire avec des gens qui ont des mentalités de fraudeurs. Déjà, 800 kg de viande de poulet congelée saisie. Et par la douane, si on remarque bien, ça veut dire que la personne voulait contourner certainement disons, la douane pour pouvoir acheminer sa marchandise sur le sol ivoirien et puis venir le vendre. Nous qui sommes les consommateurs, on va se retrouver sur le marché demain, on va acheter ces produits-là et qu'on va consommer. Ça me permet justement tu ouvres une brèche, c'est-à-dire que c'est quoi? Est-ce que c'est une fraude douanière ou bien c'est une fraude à la consommation? En termes de qualité, je veux dire, qualité de consommation. Parce que peut-être que Brice va me dire que c'est lié. Exactement, vous savez ce que je vous dis. Non, mais non, je ne suis pas d'accord. Mais quand on est sûr qu'on a des produits de qualité qui sont aux normes, on passe. Mais pourquoi on passe? Parce que la question, justement, elle disait, non, je t'ai dit, écoutez, je vais te laisser la parole, t'en fais pas. C'est que moi, je ne comprends pas, il faut que la douane communique mieux. Pour qu'on nous dise exactement, est-ce que quand moi j'ai du poulet en Côte d'Ivoire, je n'ai pas le droit de rentrer avec ça au Ghana? Parce que c'est la libre circulation des biens et des personnes dans notre sous-région. Donc je veux bien comprendre, est-ce que c'est parce que les poulets, admettons, je viens et puis je te laisse là-dessus, moi je récupère du poulet qui vient de la France, j'entre avec ça en Côte d'Ivoire, je ne paye pas les frais douaniers, c'est ça, et puis je rentre avec ça au Ghana. C'est-à-dire que le poulet, en réalité, n'est pas destiné à la Côte d'Ivoire, c'était pour aller au Ghana et je ne paye pas les frais douaniers si je veux rentrer au Ghana, mais les Ghanaiens m'arrêtent. Donc je veux comprendre, est-ce que c'est le poulet avarié ou c'est quoi? Parce qu'à un moment, c'est bien de nous dire ça. À partir du moment où vous déclenchez déjà un premier niveau de fraude, on a le droit d'avoir une suspicion sur l'ensemble de votre opération. Non, pas forcément, Brice. Non, mais on a le droit. Non, là, je suis d'accord avec André sur le fait peut-être que la douane aurait pu mieux communiquer, puis mieux préciser, parce qu'il y a des points d'ombre, effectivement, qu'on peut relever dans le communiqué. Non, moi, je vais juste supputer. Sur la question, par exemple, moi, je me dis que les deux cas sont pris en compte. Premièrement, la viande congelée vient du Ghana. Or, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on sait généralement les importateurs de viande congelée, ils sont répertoriés. Très bien. Donc, ça veut dire forcément que si ça vient de là-bas, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les fichiers. Deuxièmement, ça vient en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, si la douane l'a saisi, certainement qu'il y avait un processus, un mécanisme pour contourner la douane. Donc peut-être si d'aventure, la douane même devait admettre que c'est un produit qui rentre, mais qui devait être, disons, taxé. Donc la personne en faisant voulait éventuellement éviter les taxes douanières. Donc pour moi, les deux aspects sont vraiment dans cette fraude. Mais il était important aussi que le communiqué soit le plus précis possible pour éviter qu'il y ait des débats. Non, mais je suis d'accord avec parce que forcément, si le contact avec la douane n'est pas un contact, j'allais dire, légal ou licite, à un certain moment, ça entraîne tout le reste. Et moi, je suis un grand suspicieux. À partir du moment où on se dit, bon, ils ont voulu contourner la douane, je me suis dit, pour quelle raison? Peut-être que la viande aussi pouvait ne pas être de qualité. Quand on sait qu'on a nos épisodes d'Anono, nos épisodes d'Anyama, on a peur désormais. Bon, les amis, on aura beaucoup de plaisir à recevoir sur notre plateau, retour de JT, la très célèbre et sympathique Norbert Zézé et les journalistes avec elle on parlera de son ouvrage « Mère seule, femme épanouie et comment j'ai élevé mes enfants ». On en parlera au cours de ce rendez-vous. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et nous vous le disions, avec nous ce soir, nous sommes vendredi, nous avons Norbert Zézé. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, merci.
On est très très heureux de vous recevoir et surtout parler de cette œuvre, la magnifique œuvre Mère seule, femme épanouie. Comment j'ai élevé mes enfants? Qu'est-ce qui déclenche en vous l'envie d'écrire ce bouquin, Norbert? C'est un déclic. Bon, permettez-moi d'abord de vous dire merci. C'est une opportunité que vous m'offrez pour parler de ce livre dont le thème central est l'éducation. Oui. Les parents seuls, papa, maman seuls, en tout cas qui se battent à travers le monde pour inculquer des valeurs à leurs enfants. Et le déclic est venu des complaintes de beaucoup de femmes seules qui pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur. Oui, j'ai une amie, elle est tout le temps, elle me bassinait. Oui, si le papa de mes enfants ne m'avait pas laissé, si je n'avais pas ceci. Je dis, attends, en faisant ça, elle se dévalorise, elle pense qu'elles n'ont pas les capacités. Au moins, je pense que l'éducation des enfants, en premier chef, revient aux mamans, qu'elles soient en couple ou pas. Donc, ça m'a donné envie de rendre témoignage, pas pour dire que ma vie est la plus parfaite possible, mais pour dire ce que moi, j'ai pu faire. Donc, voilà. Justement, vous êtes journaliste, vous êtes une observatrice donc, de la société. Est-ce que c'est un phénomène qui est, j'allais dire, assez marqué dans notre société, les femmes qui se retrouvent seules à élever des enfants? Oui, je n'ai pas de statistiques, mais les femmes seules, ça existe. Et il n'y a pas que les femmes seules, il y a des papas seuls aussi. Oui, ça existe, mais est-ce que c'est quelque chose de très marqué dans le cadre justement de notre politique familiale ou de notre vie familiale? C'est ce qu'on observe beaucoup plus ou c'est plutôt un phénomène assez rare? Je ne pense pas qu'il soit rare. Il y a beaucoup de parents, des familles monoparentales. Bon, peut-être que les jeunes étudiants en sociologie vont se saisir de ce sujet et mener vraiment une étude scientifique pour qu'on puisse avoir de vrais chiffres. Sinon, ce n'est pas un phénomène rare, ce n'est pas isolé. D'accord. Sortons du chiffre et du nombre. Intéressons-nous à comment on arrive effectivement à être une femme épanouie, une mère seule, être une femme épanouie et élever ses enfants. Il y a un secret, Norbert? Il n'y a pas de secret, il y a à s'assumer. Il y a à se dire que être une mère seule, ce n'est pas être un parent amputé. Tu es une mère seule, tu assumes ton statut. C'est vrai, nous sommes dans une société où les mères seules sont mal vues. Donc, il peut arriver effectivement stigmatisée parce qu'on pense qu'elle est seule, elle n'a pas pu garder son homme, elle est de mœurs légères. Or, ce n'est pas vrai. Donc, une mère seule peut bien élever son enfant. Et une mère, avant d'être mère, elle est femme. Donc, une femme peut s'épanouir et peut créer son bonheur, peut se construire. C'est ce que je voulais tout simplement dire à travers Moi, je suis intéressé déjà de savoir, pour poursuivre dans ce témoignage-là, combien d'enfants vous avez et sans vouloir vraiment trahir de secret, que sont-ils devenus aujourd'hui? Parce qu'on voit que vous avez écrit un livre, je pense que c'est quand même un motif de fierté un peu à votre niveau de voir ce que ces enfants sont devenus aujourd'hui. Oui, je suis mère de 2 grands garçons de 30 ans depuis le 22 mars le 1er et le prochain il va avoir 23 ans le 11 avril. Ils sont devenus grands, ils travaillent, donc ce sont des citoyens intégrés. Donc, je peux... Ils sont également fiers de leur maman qui a réussi. Parce que quand vous le dites, Norbert, quand vous le dites comme ça, on a un peu l'impression que ça réussit, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça réussit toujours. Alors que ce n'est pas le cas. Il a fallu se battre. Il y a des difficultés réelles derrière être une femme seule. Ce n'est pas l'apanage d'une mère seule, ni l'apanage d'un parent, d'un père seul. Mais c'est toujours plus élever difficile. Les enfants, c'est déjà difficile. C'est ça. Même quand les 2 parents sont là, ce n'est pas évident. Donc maintenant, se retrouver seul. J'allais dire Nick. Oui, tu peux le dire. J'allais dire, je suis Nick Zed, je sais, à la voix. Voilà. J'allais dire ça, mais souvent la question que posent mes confrères, pour moi, parce que ça résume quelque part le titre même du livre. Comment j'ai élevé. Ça veut dire, dans comment j'ai élevé, il doit avoir une sorte de parcours qui a ses... Non seulement ses réalités, mais qui doit avoir il doit avoir quelque chose quand même de dur de la part même de la société qu'on a dû vous faire vivre dans ce comment j'ai pu les élever là. Bon, il n'y a pas de... Je voulais tout simplement dire comment je les ai élevés. C'est
qu'est-ce que moi j'ai inculqué. On les a élevés, je les ai élevés dans les valeurs que moi, les valeurs auxquelles je crois, les valeurs de travail, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de loyauté. Ça, ce sont des choses que je pense que ce n'est pas parce qu'on est mère seule. On n'a pas besoin que le mari soit là pour qu'on dise à un enfant, tu dois respecter les aînés. Pour dire à un enfant, le travail doit primer avant le divertissement. Pour dire à un enfant qu'il doit se prendre en charge, qu'il soit autonome. Vous avez vu? Donc, ce sont des valeurs qui, je pense, que tous les parents devraient pouvoir inculquer à leurs enfants. Mais Norbert, justement, il y a ce volet-là que vous présentez. On doit dire des choses à l'enfant. Mais la séquence où l'enfant vient vous dire « Je suis à l'école, j'ai vu le papa de mon ami André, j'ai vu sa maman, et moi, tu es la seule à pouvoir me... » Qu'est-ce qu'on dit aux enfants à cette séquence-là? Là, il faut que je vous le précise. Être seul ne veut pas dire que vous avez coupé les liens avec le papa. Je n'ai pas dit les liens de relations amoureuses, non. Un enfant, vous avez été ensemble et vous l'avez eu. Oui. Il y a eu des incompatibilités, des contradictions de grandes personnes et vous vous êtes laissés. Le couple n'a pas abouti. Mais les enfants ne vivent pas en vase clos pour dire qu'ils ne savent pas qui est leur papa. Un jour, effectivement, mon grand garçon, il est venu, il dit, c'est normal, quand tu vis uniquement avec ta maman et que tu vois de temps en temps ton papa, dans ton discours, tu ne parles que de ta maman. Et ses amis lui ont demandé, mais toi, tu ne parles que de ta maman, est-ce que il est venu me dire, j'ai dit, mais tu aurais pu répondre, tu sais où ton papa habite, tu sais quel est son nom, tu peux aller lui rendre visite. Le plus petit, il était au CP1 et il est venu me dire que oui, maman, mon ami m'a traité de bâtard. J'ai dit, tu sais ce que c'est qu'un bâtard? Il dit non. J'ai dit, un bâtard, c'est l'enfant qui n'a pas de papa. Mais toi, tu connais ton papa? Il dit oui. J'ai dit, donc dis-lui que tu n'es pas bâtard. Donc, dans le comment, on va noter un petit secret, hein, sans vouloir dévoiler les secrets du livre. On va noter, dans un premier temps, ne pas rompre les liens avec, par exemple, le père, ou en tout cas, s'arranger pour que ces liens-là soient toujours très bons. Oui, bon, pas toujours bon, mais il faut dire que il ne faut pas priver l'enfant de voir son père ou bien l'enfant de voir sa maman. Il y a des cas où la maman, la contradiction a été tellement forte qu'elle empêche l'enfant de voir son papa. Ou bien que le papa, s'il est seul à élever l'enfant, moi j'ai vu des cas où les pères ont changé dans la filiation, dans l'acte de naissance de l'enfant, le nom de sa mère. Ça, c'est très grave. Ouais. Moi, je dis, il faut gérer, quelque part dans le livre, j'ai dit, c'est comme un service après-vente. Il faut donc régler le service après divorce, le service après séparation. Ouais. L'enfant, il est né, la contradiction, elle est intervenue entre les grandes personnes. L'enfant, il faut qu'il sache qu'il a un papa et il faut qu'il sache où il vit. Ça ne sert à rien d'élever l'enfant en vase clos pour... Souvent même, c'est une forme d'épée de Damoclès. Hein. Tu verras pas ton enfant, ou bien on garde l'enfant pour soi. Tu ne vas pas voir tes parents aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, ça n'a pas été comme par baguette magique. On est passé aussi, le père de mes enfants, même si aujourd'hui on a une très bonne relation, mais on est passé effectivement par des moments de tension. Oui, par des tensions. Mais il n'était pas question que je dise aux enfants, vous ne verrez pas votre papa. Ou bien ce méchant-là, vous n'allez pas le voir. Mais là où moi je veux rebondir un peu, ça c'est le cas par exemple où les parents sont là mais ils sont séparés. Oui. Quoi qu'ils soient là. Oui. Est-ce que ça sera la même, vous pensez que ça peut être la même manière de conduire les choses au cas où un des parents n'est plus en fait? Je vois une dame qui, elle, devient veuve, donc qui est obligée de vivre avec ses enfants jusqu'au bout. Est-ce que c'est la même démarche? Vous savez, quand souvent on parle d'une mère seule, on voit le côté où il y a eu conflit entre les deux parents. Okay. Vous faites bien de relever qu'on peut être seul parce que l'un des parents est décédé. C'est ça. Bon, on élève son enfant, mais ça dépend de comment, généralement, les veuves sont tellement maltraitées dans les familles. Peut-être que l'histoire, après le décès du papa des enfants, a été tellement catastrophique, la mère peut garder à elle ses enfants. C'est aussi un cas où la mère peut décéder. Si la mère décède et que le papa est seul avec les enfants, moi je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a deux familles, deux personnes qui ont fait les enfants. Donc quand il y a un parent qui est décédé, il ne faut pas élever l'enfant dans le mensonge. Il faut, à l'âge où il peut comprendre, il faut lui dire que son deuxième parent est décédé. On peut
faire visiter l'enfant à ses autres parents pour qu'il sache d'où vient l'autre parent. Très bien. Je voudrais aussi, bon, parce que quand je vous entends parler, vous évoquez énormément les questions de culture, les questions culturelles donc, dans notre société. Mais parlons aussi de l'imbrication économique, parce que quand on a parlé de culture, il y a aussi la question économique. Une femme seule, on considère qu'une femme seule n'a pas les mêmes moyens. C'est pour ça que beaucoup de nos femmes refusent d'être seules et à tout prix, il faut qu'elles trouvent quelqu'un pour pouvoir mener sa vie familiale. Est-ce que là aussi, dans votre expérience, la question professionnelle et financière, par incidence, n'a pas été quand même un élément d'expérience que vous racontez dans le livre? On peut dire de façon très simple, dans une famille dite normale, vous avez deux personnes qui partagent un certain nombre de charges, et puis là, vous vous retrouvez toute seule à prendre la charge des deux. C'est sensiblement plus difficile, c'est ça votre C'est ça, oui. Comment elle raconte son histoire, elle, là? On dit, il y a une publicité qui dit « deux valent mieux qu'une ». L'idéal, mon professeur de philo, M. Saraka Adolphe, quand on était en terminale, disait « l'idéal, c'est l'inégalable, mais il faut tendre vers ». L'idéal, c'est qu'on ait les deux parents pour élever d'abord les enfants, pour qu'on crée un environnement propice. C'est vrai, il faut que moi, je travaille. Heureusement pour moi, après les tensions, mais chacun est devant ses responsabilités. Il s'est occupé de la partie dont il doit s'occuper. Quand les enfants sont scolarisés, donc il a assumé sa part de responsabilité. C'est vrai, il n'est pas au quotidien dans notre environnement, mais il a assuré sa part de responsabilité. Effectivement, il arrive que le père a fait un enfant, il t'a foutu le poison, l'enfant, j'appelle ça le poison parce que la sémence, il a sémé et puis bon, il s'est barré. La femme est effectivement seule face à sa vie. Bon, elle se débrouille, elle essaie de trouver les moyens qu'il faut. C'est l'environnement dans lequel, voilà pourquoi souvent je dis, il ne faut pas que les gens pensent qu'une mère seule n'est pas capable d'élever les... C'est l'environnement dans lequel on vit qui impacte négativement la relation ou bien l'avenir d'un enfant. Ce n'est pas le statut du parent, que ce soit le père seul ou que ce soit la mère seule. Ce n'est pas le statut, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Cet environnement sur le plan économique, s'il est vraiment stressant, que ce soit le père seul ou la mère seule, ça va être effectivement difficile. Moi je comprends ce que vous dites. Maintenant, là où je suis, je pense qu'on a besoin peut-être de pousser un peu plus. Oui. Concernant les charges, comme ils l'ont si bien expliqué, il peut advenir que les familles, cette fois-ci on est dans le cas où les parents se séparent. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont là mais ils sont séparés. Oui. Est-ce que vous pensez que pour l'équilibre de l'éducation des enfants, les femmes peuvent contraindre l'homme à assumer ses charges? Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le tribunal matrimonial. Donc on peut demander par exemple au juge, voici les enfants, ils ne s'en occupent pas. Est-ce que vous pensez que dans la logique, ce serait bien qu'on saisit ce tribunal-là pour que le parent, même s'il n'est pas avec les enfants, mais sur cette question d'appui financier, il puisse au moins assumer ses responsabilités? Ça s'appelle la pension. C'est évident. C'est normal. C'est ce qui est la loi. Quand il a les moyens, il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Il y a des hommes qui ont fait des enfants, qui ont les moyens et qui abandonnent femmes et enfants dans la détresse. C'est inhumain. Mais heureusement que le tribunal, les lois existent. On va te contraindre à payer la pension. Ici, ce n'est pas une question de je suis marié légalement à la maman des enfants. Dès l'instant où c'est établi que... Parce que l'enfant, en tout cas, je ne sais pas quel est le cas maintenant, quand tu es enceinte et que tu vas à l'hôpital, avant, tu prenais la pièce d'identité du papa pour qu'on puisse déjà, dans le carnet, inscrire son nom. Donc, dès l'instant, il a reconnu la grossesse et que son nom est là, il a une part de responsabilité. Très bien. Tout le monde est responsable. On ne demande pas des parents parfaits, mais on demande des parents responsables. Chacun doit assumer sa part. Bon, je voulais, puisqu'on parle toujours un peu de milieu professionnel, journaliste, on a fini, mais en tout cas à une époque quand même où il n'y a pas beaucoup d'hommes quand même dans ce métier, et on se retrouve femme dans un milieu comme celui-là, et femme avec enfant seule. Est-ce que quelque part ça a pu jouer sur une évolution professionnelle de Nick Zeden? Est-ce que ça a joué ça, de se retrouver seule comme ça avec deux enfants en termes d'évolution professionnelle? Oui, moi je crois que ça ne pose pas de problème. Dans ce livre, j'ai aussi ouvert une petite lucarne sur le métier de journaliste.
c'est un métier asexué. C'est un métier où on ne te demande pas de venir dire de quel sexe tu es. C'est un sujet, il faut le traiter. Maintenant, quand on se retrouve effectivement avec un enfant, mais ce n'est pas seulement aux femmes journalistes que ce problème se pose. Toutes les femmes qui travaillent sont confrontées à ce problème. On doit aller en reportage. Ouais. Il faut avoir la garde de l'enfant par quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle des nounous, on parle des servantes. Peut-être moi, dans mon cas, ma maman était là. Elle a vraiment... Ça a été un vrai soutien. C'est ça. Et je crois que j'en profite pour demander à l'administration ou bien aux autorités pour qu'on parle des crèches et des garderies. Parce que, effectivement, aujourd'hui, les filles de maison, elles se font rares. Et quand on est une mère, une nourrice, après 2 mois de congé de maternité, on doit retourner au travail, c'est un vrai pincement au cœur. Et aujourd'hui, les filles de maison, on ne les trouve pas, elles sont rares. Et les rats qu'on trouve aussi ne sont pas forcément fiables. Non, parce que là, Nick, je ne sais pas pourquoi j'ai dit... Oui, il faut revenir à ta question. Ouais. Non, là, vous ouvrez un vrai champ qu'on aura peut-être ça. la possibilité d'ouvrir avec vous. Oui. C'est sûr, peut-être, il faut qu'on pense une grande réforme de la question des gardes d'enfants et des personnels de maison. C'est un vrai sujet que toute la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, est en train de fuir, au quotidien, alors que ouais. la réalité, c'est que On vit on ça ne au peut quotidien. plus vivre sans donner une structuration à la question, au métier de personnel de maison et de nounou, par exemple. C'est plus possible. Oui, effectivement. Très bien. Alors moi, je vais revenir Oui, au venons, livre. on revient au livre parce qu'on est parti dans les envolées. Oui, C'est pas possible. politique, ouais, vraiment. Oui, les belles histoires. Oui. Alors, on a parlé de la femme seule, Oui. la femme qui se bat, la femme qui est épanouie. Est-ce que justement le statut, permettez-moi l'expression, de femme seule avec des enfants n'est pas un frein à la reconstruction de la vie de cette dame-là? Est-ce que les gens aujourd'hui, ils ont un regard, ah, vous êtes une femme seule avec 2 enfants, est-ce que ça facilite le contact avec une Brice autre a essayé de Brice me dire tout à l'heure- il a essayé Brice- de me dire tout à l'heure que j'étais long, que mon français n'était pas trop compliqué. Brice Est-ce veut les gens parler voulaient sortir avec une de- femme qui avait oui. 2 enfants? Brice veulent veut reconstruire, parler de... ouais. Est-ce qu'on peut reconstruire sa vie amoureuse, amoureuse voilà, c'est ça. en ayant 2 des enfants. 2 Oui, enfants? C'est ça. Est-ce que les gens Mais est-ce voulaient que c'est une des femme- monstres? Non, est-ce que les Une gens voulaient maman- des mamans à 2 enfants? C'est ça aussi la question. Vous savez, dans ce domaine précis, c'est privé. C'est des critères selon les individus. Je vois sur les réseaux Est-ce qu'il n'y a pas de sociaux... préjugés sur les femmes seules avec des Les enfants? préjugés, il y en a toujours. Voilà pourquoi j'ai dit on est dans une société qui n'est pas vraiment tolérante vis-à-vis d'une mère seule. des stéréotypes. Pourtant, les garçons, il y a des hommes qui sont seuls. Et quand ils sont seuls, on s'apitoie. Oui, vraiment, il est tout malheureux. mais quand une mère est seule, on est déjà en train de dit c'est la sa faute. taxer, Ouais, c'est ouais. sa faute. Elle a bloqué. Elle n'a pas été ceci ou bien n'a pas été une femme soumise. Vous êtes en 2023, vous voulez des femmes soumises, ou vous n'êtes pas des hommes de colombes. 1945. Des hommes quoi? Vous avez accepté que les femmes aillent J'espère à qu'on ne va pas l'école. ouvrir le débat. hein. On va l'ouvrir si vous voulez. Non, donc pour revenir à la question de Brice, une femme que vous rencontrez, si elle a des enfants, dans toute chose, il faut éviter de mentir sur ce qu'on est. C'est ça. Vous avez des enfants, Faut être franc. si la personne qui vous courtise, vous rencontrez peut-être hors de la maison, il va arriver un moment, quand la relation va commencer à avoir une certaine consistance, la personne va venir vous visiter chez vous à la maison. Est-ce que vous allez mentir sur votre statut de mère seule? Je ne le pense pas. Si vous venez voir une femme qui a déjà des enfants, il faut l'assumer. C'est vrai, il y a des femmes qui ont peur, qui ont tellement une obsession d'être mariées qu'elles cachent le fait. On ne peut pas cacher le fait qu'on soit mère. Donc si un homme vient vers moi et que je lui dis, là la même mission encore de grand barbu, je crois que... Ils ont déjà tout compris. Ils ont déjà tout compris. Plus de mal à les cacher. Donc il n'y a pas à mentir. La personne qui vient vers une femme qui a déjà des enfants, si elle veut la femme, chez nous on dit tu ne peux pas vouloir de la poule et rejeter ses poussins. C'est ça. Donc, si tes critères, Allez-y, c'est allez-y. ne pas prendre une femme avec des enfants, si elle t'a dit, mon cher, tu laisses tomber. Mais moi, j'ai une préoccupation. Souvent, on taxe les femmes, les mères seules qui ont élevé leurs enfants, d'être difficiles par rapport à leurs belles-filles. Elles ont très souvent tendance à s'opposer, à s'immiscer naturellement dans les relations de leurs enfants et ça cause de véritables problèmes.
Est-ce que vous pensez que c'est juste vous qui avez une situation, qui avez élevé vos enfants seuls? Est-ce que vous êtes passé par là? Est-ce que vous pensez que c'est... Pas encore. Mes Ok, enfants d'accord. ont certainement des amis, mais je prie qu'ils... Si vous avez lu le livre... Vous ne vous opposerez pas en tout cas. Ok, d'accord. Vous savez, mon père disait, quand tu aimes ton enfant, laisse-le aimer quelqu'un. Quand tu aimes ton enfant et qu'il aime une femme, cette femme, tu dois l'aimer. Et c'est aussi valable pour les pères. Hein. Il n'y a pas que les mères seulement qui s'opposent. Et ce n'est pas parce que les mères seules qu'elles s'immiscent. C'est une question de tempérament, c'est une question de personnalité. Mais moi, je pense qu'il faut permettre aux enfants d'avoir leur bonheur. Et puisqu'on est en Mais train de pour parler du terminer bonheur dessus, de ouais. l'enfant, André, on va faire un peu de psychologie, hein, j'en Oui, sais. j'ai fait psychologie, effectivement. Très très bien. Mais il y a aussi le fait qu'une mère seule, il y a une forme de Il surprotection. m'a piqué ma question. Oh là là. Voilà. On a la même pensée alors. Allez-y, suivante question, André. Non, En fait, c'est la mienne, en Est-ce fait. que finalement, votre expérience, l'expérience que vous avez, Oui. ne vous installe pas dans une forme comme ça Surprotection. d'attachement C'est ça. à l'enfant? Parce que Pour en faire justement, demain un enfant roi. on revient, j'ai élevé Non. mes enfants seuls au point que tout ce qui leur arrive m'est tellement cher à comparer à d'autres femmes qui l'ont élevé On avec ne peut leur pas mère. les laisser partir même en fait. On On veut peut pas toujours les les laisser garder partir. Est-ce sur que le vous, cocon. cette Là, actuellement, le plus grand, Ouais. Il a son il est chez lui. indépendance. Ouais, c'est Ouais. Il travaille, il a son indépendance. Et il vous a passez plus pas le son- voir tous les jeudis, tous les Oui. vendredis, tous les samedis? Est-ce qu'il y Non, a, non, non, est-ce qu'il y a un non, peu non, trop de sel dans la sauce? Est-ce qu'il y Non, a- non, non, non. Vous l'appelez pas matin, midi, Non, soir? non, je crois qu'il faut réussir à débrancher la perfusion. Ouais. Ok. Il faut réussir à débrancher la perfusion. Les enfants, on les élève à ce qu'ils soient autonomes. C'est ça. Ce n'est pas tout ce qu'on leur a appris. Il y a des valeurs qu'on leur apprend. Et dans le... Moi, j'ai lu quelque part qu'on a trois filtres. Il y a les parents qui nous inculquent des valeurs. Il y a l'école, on a des maîtres qui nous ont enseigné, qui sont des maîtres sur lesquels on veut copier. Et il y a l'environnement quand on est De la devenu société adulte, elle-même, la ouais. société. C'est ça. Peut-être qu'il peut être élevé dans une maison où c'est ouvert, tout le monde vient, mais il peut en avoir assez. Il dit, là où je m'en vais, là, je crois que dans ma maison, il n'y aura pas assez de personnes là-bas. Peut-être que la maman peut s'offusquer pour dire, non, je t'ai élevé, il y a trop de générosité, comment tu peux fermer la porte? Mais il est grand, il a mâché les valeurs, tout ce que vous lui avez enseigné, et il en a tiré ce qui est bien pour lui. lui, c'est ça. Donc moi, je crois que la surprotection, c'est vrai, quand on est une mère, on est à fleur de peau, et quand on est encore mère seule, la peur d'échouer, la peur de ne pas... Tous les mamans suivent les enfants. Tous les parents veulent que les enfants soient bien. Mais, comme je le dis, il faut se faire à l'idée. Quand on les élève, quand on dit il faut qu'ils grandissent, être responsable, c'est s'assumer dans la société. Donc, il faut les laisser partir. On leur donne les racines et des ailes. Les racines pour qu'ils prennent pied dans la culture et les ailes pour qu'ils prennent leur envol. Très bien. C'est joliment dit, ça. C'est Ouais. très, très joliment dit. Norbert Tézé, hein, je vous rappelle, vous êtes auteur de Mère seule, femme épanouie. Comment j'ai élevé mes enfants, on le saura, en parcourant les différentes pages de votre ouvrage, disponible. 178 178 pages. pages, 11 chapitres. Il est disponible dans les librairies. Est-ce que je Il y a dois une dire... dédicace en vie? Allez-y, Oui, allez-y. bien sûr, il n'y a aucun Il problème. y a la librairie de France, toutes les agences de la librairie de France, il y a la librairie Carrefour, il y en a à la FNAC. Il y a une dédicace officielle Très bientôt. le 6 avril à 15h à la Maison de la Presse. C'est une cérémonie de dédicace placée sous le parrainage de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, le livre parle d'éducation, donc on ne pouvait pas mieux trouver C'est que ça. la ministre de l'Éducation nationale. Puis la préface, hein, dédiée donc à Agnès Sa Crédit. Majesté Agnès Ah oui, Crédit. par son évidemment. Sa excellence, Majesté. Sa Majesté. Et n'oubliez pas le poste-facier, c'est Fernand Dédé. Ouais. Ah oui, voilà. Vous êtes Général. bien encadré. Vous Oui. êtes bien encadré. Oui, il ne faudrait pas qu'on nous dise, oui, vous avez fait cette histoire entre femmes. femmes. Non, il y a des pères seuls aussi. Même si Fernand Dédé est un homme bien marié, bien chose, on avait vraiment besoin d'un œil critique. C'est ça. Pour pas... Là, il est question de l'éducation. Ne vous arrêtez pas au titre pour dire c'est une histoire de femmes. Non, il est question d'éducation et tous les parents sont interpellés Concernés. parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, il y a des parents responsables. Très, très bien. Partage d'expérience, hein, donc vous le trouvez donc dans ce magnifique ouvrage de Norbert Tézé. Nous, on était très heureux d'être en votre compagnie. Vous donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire et sur nos mamans. Merci. Merci.